très peu. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité, Bénédicte. Merci Magali. On vous retrouve tout de suite justement dans cette émission consacrée à l'Ukraine, bien évidemment avec des événements, hein, ça bouge pas mal et notamment du côté de la Crimée. On va en parler dans une seconde en compagnie de Lydia Guirous qui est avec nous. Bonjour ma chère Lydia, soyez la bienvenue. Christian Maigrelis est avec nous également. Bienvenue à vous, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev et auteur d'un livre qui s'appelle Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues chez Transcontinental d'édition. Lovarinel est avec nous également. Bonjour à vous, soyez la bienvenue. Chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions de dissuasion nucléaire. Et le général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7e brigade blindée. Bonjour. Vous êtes tous les bienvenus sur ce plateau. Alors, hier, on parlait de la crainte des Russes d'un assaut ukrainien en Crimée. Eh bien, cette crainte se concrétise. On parlait de la péninsule qui se barricadait. Aujourd'hui, on obtient quelques informations sur le sort des civils vivant en Crimée. Regardez le témoignage de ce militaire russe. Il montre bien l'imminence supposée des combats. Ребятки, всем привет. Из города Армянск, это Крым. Эвакуировать сейчас женщин и детей. Ну, это, чтобы вы понимали масштаб того пиздеца, который сейчас происходит. На связь не могу часто выходить. Ни я, ни мои админы. У нас тут немножечко тяжелая ситуация. Поэтому прошу меня простить и отнеситесь с пониманием. On commence à évacuer les femmes et les enfants, c'est ce que dit cet homme. Il donne même une date dans son témoignage, il parle du 28 novembre. Alors on va pouvoir revenir sur cette date du 28 novembre, vérifier s'ils ont des informations ou pas. En tout cas, Magali, cela est effectivement confirmé par un ancien officier britannique qui travaille pour les Ukrainiens. Oui, il s'appelle Glenn Grant, un lieutenant-colonel britannique à la retraite. On va revenir sur son profil dans un instant, mais il a témoigné dans cet article du Wall Street Journal. D'après lui, la Crimée est prenable car la majorité des soldats russes qui s'y trouvent ne sont pas aguerris et que la péninsule est probablement le point le plus faible du territoire tenu par les Russes en Ukraine. Même si un autre expert militaire le dit, il est cité également par le journal, il faudrait peut-être employer la même méthode qu'à Kherson pour s'emparer de la Crimée, à savoir étouffer lentement les troupes russes plutôt que de tenter d'envahir le territoire purement et simplement. D'ailleurs, sur ce point, on va juste rappeler la position des Américains. Kiev ne doit pas utiliser d'armes fournies par l'Occident pour attaquer ce territoire qui est considéré comme russe. Alors, qui est donc ce lieutenant-colonel à la retraite qui dit que la Crimée est prenable? Alors, Glenn Grant a servi 37 ans dans l'armée britannique. Il a servi en Irlande du Nord, en Bosnie. Il a été chef d'état-major d'artillerie au quartier général de l'armée britannique pendant la première guerre du Golfe. Il a travaillé pour le ministère britannique de la Défense, pour l'OTAN, et donc il a été sollicité par l'Ukraine. Il conseille le ministère ukrainien de la Défense depuis 2014. Il est régulièrement en Ukraine. Donc on se doute qu'il est extrêmement bien renseigné. Merci beaucoup Magali. Général, hier on parlait d'un assaut éventuel en Crimée. Quand on entend ces experts dire étouffer la Crimée comme ça a été fait pour Kherson, c'est-à-dire sous un déluge de feu, empêcher tout le monde de sortir, c'est ça la solution? Je pense que ça c'est raisonnable. Ouais. Vouloir prendre d'assaut la Crimée aujourd'hui, je ne vois pas comment on fait parce que d'abord, la bataille de Bakhmout n'est pas terminée. Ouais. On ne sait pas comment elle va se finir. Donc déjà, Bakhmout, c'est Donbass, c'est un autre front. Au nord, c'est la grosse offensive. On ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, même si on sait que les Ukrainiens sont dans une dynamique plutôt offensive. Ensuite, il faut redescendre, c'est-à-dire qu'il faut prendre tout l'oblast de Kherson. Et Mélitopol, on le sait, se trouve sur la route. On va en parler de Mélitopol. Et ensuite, vous avez un isthme qui est très étroit. Imaginez, par exemple, dans un château où les soldats sont obligés de s'engager un par un dans un couloir. Vous voyez un petit peu la vulnérabilité que ça représente. Donc, c'est très compliqué. Donc, alors, effectivement, si les troupes actuellement qui sont occupées beaucoup plus au nord, celles du sud sont moins aguerries, mais il y a quelque chose peut-être à faire à terme. Mais regardez bien, cette presqu'île, elle est assez facilement défendable. L'isthme, quelques dizaines de kilomètres à peine en largeur, qu'on peut très très facilement défendre. L'Ukraine n'a pas de marine. Donc très difficile de débarquer ailleurs. Et puis la supériorité de la marine appartient encore aux Russes. Et donc je pense qu'effectivement, couper le pont de Kerch et étrangler tranquillement, comme on l'a fait à Kherson, c'est la solution vraisemblablement la plus raisonnable pour le moment. Parce que je pense que prendre la Crimée sera quand même très très dévoreur de troupes. Les troupes en offensive, rappelons-le,
ça consomme des troupes, ça consomme du matériel. Donc il faut être prêt à perdre des hommes. Et ça, effectivement, c'est un problème. Ne pas imaginer effectivement de l'envahir. Alors vous allez me dire, notamment vous, Christian Megreli, ce que vous en pensez dans une seconde. Je voudrais d'abord qu'on aille faire un tour en Crimée, parce que vous savez qu'on a une équipe là-bas, en l'occurrence celle de Jérôme Garraud. Vous allez voir que la crainte des Russes est bien réelle, Jérôme. Ouais, plusieurs choses nous ont frappé en Crimée. D'abord, sur le chemin, en passant par l'oblast de Kherson, plus au nord, on a vu ces fameux travaux de fortification avec les engins de chantier en train de creuser les tranchées, les camions qui apportent les dents de dragon, ces blocs de béton défensifs. Donc tout cela est bien réel. Et puis ensuite, une fois en Crimée, sur la route, on a constaté qu'il y avait des barrages, des contrôles de police entre les villes. Donc on sent quand même que la péninsule est surveillée un peu plus étroitement. Et puis enfin, ce qui est assez frappant, c'est de voir la frénésie de construction. Et là, je parle de bâtiments civils. Les routes sont en train d'être refaites. Vous allez à Sébastopol, il y a un chantier titanesque, pharaonique pour élever un opéra. Tout cela est financé par Moscou. Les chantiers ne sont pas du tout interrompus en dépit du contexte. C'est un peu une manière pour Moscou de montrer et de dire, regardez, la Crimée est à la Russie pour toujours. Alors c'est vrai que le Kremlin disait la même chose de Kherson il y a quelques mois, mais là c'est quand même assez différent. La Crimée est un territoire qui a été annexé il y a 8 ans. C'est un peu la grande victoire, la grande fierté de Vladimir Poutine. Il ne peut pas se permettre de laisser cet endroit être attaqué par l'armée ukrainienne. Jérôme Garraud avec Michael Merle, d'autant Christian Megreli qu'en Crimée, il y a beaucoup de Russes qui s'y sont installés. Je veux dire, ça a été russifié depuis 8 ans, où effectivement il y a eu on a des populations entières de Russes qui sont venus s'installer. D'ailleurs, pas forcément à plein temps, mais enfin voilà. Mais en fait, l'histoire de la Crimée est très particulière. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'Ukraine. La Crimée est un territoire qui a été longtemps revendiqué par l'Empire ottoman, qui appartenait à l'Empire ottoman et qui était turc, et qui a été pris de force à l'époque du XVIIIe siècle par la Grande Catherine. Elle a été russifiée. Les Tatars, qui étaient les habitants, qui étaient turcophones, ont été chassés à plusieurs reprises, puis sont revenus, puis sont repartis. Aujourd'hui, il y a à peu près 18% de Tatars qui vivent encore en Crimée, qui ont fait l'aller-retour Kazakhstan une fois ou deux selon les générations. Et il y a beaucoup de Russes qui vivent en Crimée, qui avant la conquête vivaient déjà. Et il y avait relativement peu d'Ukrainiens. Moi, mon premier souvenir de Crimée date de 91. J'avais été invité là par le président ukrainien Kouchma. Et j'avais été surpris de rencontrer beaucoup de gens qui parlaient à peine russe. Ah oui? C'était les Tatars qui parlaient le turc entre eux. Et qui ne montraient pas un amour délirant, ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie. En fait, il faut se souvenir que c'était la capitale, la Crimée était la capitale d'un grand khanat turcophone, qui s'appelait le khanat de Crimée, qui allait jusqu'à la Volga. C'était un immense territoire. Et les Tatars ont toujours ça en tête. Alors, prendre la Crimée, moi, ça me paraît un rêve irréalisable. Oui. Pour toutes ces raisons, à la fois historiques, stratégiques, et il ne faut pas oublier que quand l'Union soviétique a donné la Crimée à l'Ukraine, à l'époque de Khrouchtchev, parce que jusqu'à Khrouchtchev c'était russe, ça faisait partie de la République de Russie, et c'est Khrouchtchev qui a signé la donation de la Crimée à l'Ukraine pour une raison très simple, c'est qu'il voulait être secrétaire général du PCUS et que pour avoir les voix ukrainiennes, il fallait qu'il fasse beaucoup de choses parce qu'il avait été le bourreau de l'Ukraine à l'époque où il était commissaire politique auprès de l'armée à l'époque de l'invasion hitlérienne. Et moyennant quoi il a été élu secrétaire général et la Crimée est devenue ukrainienne. Mais elle n'a pas été peuplée et la Russie a gardé, l'Union soviétique a gardé un couloir nationalisé pour permettre les échanges avec le port de Sébastopol qui lui-même est resté sur territoire russe. Oui, c'est ça. Donc la Crimée, à l'époque ukrainienne, avait un tiers de son territoire qui en réalité était russe. Oui, donc on voit que ça va être effectivement extrêmement compliqué. Lovar Hiller. Moi je crois qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. La Crimée aujourd'hui, le droit international est très clair. C'est ukrainien. Oui, ça c'est sûr. Non mais c'est important parce que le téléspectateur, il ne faut pas qu'il croie qu'en expliquant l'histoire, on justifierait
la souveraineté ukrainienne, enfin la souveraineté de la Crimée à la Russie. Ouais. Je ne suis pas là pour contester les faits. Je dis qu'on est dans une réflexion de guerre où il y a un pays qui vient envahir un autre pays en disant que ça, c'est à moi et la Crimée m'appartient. On a l'autre pays envahi qui dit attendez, ces territoires que vous avez annexés en septembre dernier, c'est à nous et la Crimée nous appartient. Donc je crois qu'il faut remettre le juge de paix, c'est le droit. Après, il y a eu des histoires, on a plein. L'Europe est faite en fait de guerres, de territoires. Enfin, je veux dire, c'est pas propre à la Russie, c'est pas propre à l'Ukraine. Il faut juste faire attention sur que symbolise la Crimée aujourd'hui, et ça, c'est important. Si demain, moi, je suis plus d'accord avec vous, par contre, sur le fait que militairement, ça me paraît compliqué aujourd'hui pour la Crimée. Mais si demain la Russie perdait la Crimée, c'est une humiliation pour Poutine. Et là, on aurait une réflexion peut-être plus difficile, et je crois qu'on pourrait même parler de la question de l'enclenchement de l'arme nucléaire, parce que là, effectivement, on est sur un sujet beaucoup plus dur. Mais il faut faire la dissociation entre l'importance politique, culturelle que posent les Russes sur la Crimée et la réalité du droit international qui est très claire. Et qui ne se discute pas. Et qui ne se discute pas. La Crimée appartient à l'Ukraine. Mais après, le sujet, c'est celui-ci. Après, sur le terrain, c'est vrai qu'il faut faire aussi attention à ne pas faire forcément une analogie avec ce qui s'est passé à Kherson. On disait tout à l'heure, étouffé. On a quand même, Lydia Guirous, à Kherson, c'est une ville qui a été prise en mars, hein, donc c'était très récent. On en a énormément parlé. Il y a une résistance extrêmement importante, etc. Les Ukrainiens ne trouveront pas forcément la même chose du côté de la Crimée. Je ne veux pas dire que tous les habitants de Crimée sont pro-russes, on n'en sait rien. Mais la résistance ne doit pas être aussi virulente. Il semble effectivement, compte tenu de la population, qu'il n'y aura pas la même résistance, il n'y aura pas les mêmes soutiens en Crimée, compte tenu de la population présente, compte tenu de l'histoire. Ils n'auront pas le même terreau qui permettra d'avoir une conquête. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ça semble assez irréaliste, en fait, qu'ils puissent reconquérir la Crimée. Et alors, est-ce que c'est souhaitable? On peut aussi se poser la question, parce qu'effectivement, pour Vladimir Poutine, l'annexion de la Crimée a été quelque chose d'extrêmement important. Ça a été une fierté dans sa réalisation de la grande Russie. Voir la Crimée échapper à la Russie, ça serait une humiliation très forte. Et quelle réaction il y aura en face? Qu'est-ce qu'il peut enclencher ensuite? On sait que les réactions... mais ça, on ne peut pas céder à ce chantage-là. Ça, on ne peut pas céder à ce chantage-là, mais on peut quand même le prendre en compte. Alors moi, je décide demain que le Benelux nous appartient, et puis j'envahis le Benelux. On commence à tenter de discuter de négociations, de paix, d'aller autour de la table. Il va falloir quand même... Je pense que ça va être très, très difficile de pouvoir, avec une reconquête de la Crimée et une telle humiliation, revenir autour de la table. Que ce soit simple, c'est évident que ça ne le sera pas. Mais voilà. Mais juste, je vous donne la parole juste. Je voudrais montrer une carte qu'on vous a fabriquée en préparant cette émission. C'est une carte, en fait, de toute la province qui est donc au-dessus de la Crimée, pour dire où on sait qu'il y a des militaires ukrainiens. Donc on a des militaires qui ont traversé le Dniepr, on le sait déjà, hein, et on reviendra plus longuement sur Mélitopol tout à l'heure. Mais ils sont positionnés, ces militaires-là. Est-ce que de là, ils sont effectivement à portée de tir de la Crimée, par exemple? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose de là où ils sont? À partir de Kherson, vous voulez dire? Kherson, Kakhovka... Alors Kherson, vraiment en limite, mais non, ils n'attaquent pas Sébastopol avec leur artillerie, peut-être avec des drones. Hein. Les drones, ça vole beaucoup plus loin, ou un peu d'aviation éventuellement. On a vu que lorsqu'ils n'avaient pas Kherson, ils ont été capables de taper, de taper la Crimée un paquet de fois, notamment sur l'aéroport, où ils ont détruit la moitié de la force aéronavale, les avions, ils ont tapé l'état-major de la marine, ils ont tapé la gare, ils ont tapé un dépôt de munitions qu'on voyait cet été, où on voyait les gens s'enfuir sur les plages, et donc ils sont capables de faire un certain nombre de choses, mais non, là ils ne sont pas à portée. Et n'oubliez pas également, là qu'il y a le Dniepr, c'est 1 km, 1,5 km, c'est très compliqué à traverser si offensive il y a, elle ne viendra pas de là. Il y a un acteur quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est les États-Unis, hein, on n'en parle pas, ça n'est pas qu'une question d'opportunité militaire de reprendre la Crimée. Je veux dire, si demain les États-Unis disent non, on vous coupe les munitions si vous attaquez la Crimée, là, ça va être effectivement très très compliqué pour eux d'assumer ça. Il y a manifestement, oui, non, mais vous avez raison, il y a manifestement un endroit que vous avez évoqué d'ailleurs par lequel il faudrait passer, c'est la ville de Mélitopol. Alors on va s'y arrêter dans quelques instants, juste après la pub. Elle est manifestement la prochaine cible, si j'ose dire, ukrainienne. Les Ukrainiens veulent récupérer cette ville qui a été prise à peu près au moment où Kherson avait été pris, qui est également une ville de très grande résistance d'ailleurs. On y revient dans une seconde.
Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. L'entrée de Kherson, vous le voyez juste derrière moi. Les fameux checkpoints, ces points de passage militaires ont été resserrés. Il est donc très difficile de les passer en tant que journaliste. Je vous demande maintenant de vous éloigner car après cette frappe, tous redoutent bien évidemment une riposte de l'armée russe. Il y a en ce moment même des combats entre soldats russes et soldats ukrainiens. Une fois arrivés sur place, les militaires n'ont que 15 secondes pour tirer. Le tir de réplique des Russes peut intervenir à tout instant. Le voyage était difficile, mais nous y sommes, à Kherson. C'est quoi parier? C'est être argentin le matin, sénégalais l'après-midi et français le soir. Mais surtout, c'est savoir saisir les grandes occasions. Ce samedi, Super Pactole Loto Foot de 2 millions d'euros. Paris en sport, nous sommes les parieurs. Clarins Double Sérum, une formule biomimétique parfaitement adaptée à la peau. Et maintenant, Clarins Double Sérum Eye. Après 7 jours en duo, la peau et le regard paraissent plus jeunes. Double sérum et double sérum Eye. Clarins. Groupama vous accompagne pour choisir la solution d'épargne retraite ajustée à vos projets. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec des Longhi. Innovation Luxéol. Découvrez le shampoing pousse, le premier shampoing qui augmente la densité de vos cheveux, avec plus 6561 cheveux en phase de croissance. Et découvrez également l'après-shampoing et le masque pousse. La routine pousse Luxéol, des résultats cliniquement prouvés. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Pour les enfants et ceux qui le sont restés. Revivez les grands classiques de l'histoire en famille avec 4 jeux dès l'histoire dans le Happy Meal. Vous avez le choix. Vous pouvez garder les vêtements dont vous n'avez pas besoin ou les vendre sur Vinted et gagner de l'argent. Téléchargez Vinted. Vous ne le portez pas? Vendez-le. Ça y est, je me suis lancée. C'est idiot. Au début, j'avais un peu peur. Mais grâce à ma factrice, mes premiers pas ont été très faciles. Avec ma tablette ardoise, je peux chercher des infos sur Internet et parler à ma famille. Coucou mamie, écoute mon morceau. Vas-y, je t'écoute. Aujourd'hui, je me débrouille presque toute seule. C'est beau, non? Ah oui. Et je sais que si j'ai des questions, j'appelle l'assistance ardoise. En bureau de poste, sur ardoise.com ou au 0805 690 933. Ma machine dose elle-même. Moins d'eau, ça on aime. Économisez l'eau avec les lave-linges iDose de Bosch. Et découvrez toute la gamme d'appareils électroménagers de Bosch. Parier, c'est un rituel. C'est des experts, des débutants. Mais parfois, parier, c'est pas pour tout de suite. Parier, c'est interdit aux mineurs, même dans un tournoi majeur. Parions sport, nous sommes les parieurs. L'amour, le bonheur, la liberté. À 20 ans, la génération seigneuriale avait inventé une nouvelle façon de vivre. Aujourd'hui, inventez la retraite que vous aimez. Vivez au seigneurial. Comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour protéger sa famille en cas de coup dur. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance décès plus accessible. Maïf, assureur militant.
Comme J'aime a été élu service client de l'année 2023. Quand vous êtes client Comme J'aime, on vous répond de manière sympathique, rapide et efficace. En plus, tous nos agents du service client sont basés ici, en France. C'est pour ça que 90% des clients sont satisfaits. Alors si vous aussi, vous voulez perdre du poids et faire comme les 500 000 Français dont je fais partie, qui ont fait confiance à Comme J'aime, rendez-vous sur commej'aime.fr. Venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Combien vaut votre voiture? Obtenez le prix sur vendezvotrevoiture.fr et vendez après un rapide contrôle en agence. Recevez votre prix dès maintenant. Vendezvotrevoiture.fr. Avec Atlantes Catamaran, quittez votre élément. Faites des rencontres inattendues. Explorez un univers infini. Plongez dans un océan de détente sur catland.com ou au 01 55 20 90 90. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être né avec le digital. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est se dire que l'environnement, c'est pas une option. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être responsable du monde de demain. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est se lancer, se dire que tout est possible. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est refuser les inégalités, toutes les inégalités. Aujourd'hui, la Banque Postale a 16 ans. La Banque Postale, citoyenne. Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Retour sur le plateau du club Le Châtelier. On parlait de la Crimée il y a un instant. Avant d'arriver en Crimée, il semblerait bien que le prochain verrou pour les Ukrainiens soit la ville de Mélitopol. Alors on va regarder tout de suite où se situe Mélitopol. On est à l'est de Kherson, à 230 km au nord-est de la péninsule. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cette ville? Eh bien parce que les Ukrainiens s'y concentrent et c'est même le porte-parole des forces armées qui le dit. Écoutez. Il y a une augmentation des troupes d'occupation dans le district de Mélitopol de la région de Zaporijjia. Des défenses et des fortifications sont construites autour du périmètre de la ville. Il est interdit aux civils de s'approcher de la zone de l'aérodrome. Des colonnes arrivent de la ville du côté de Tokmak. Bonjour Charlie Nurel, vous êtes dans la zone depuis des semaines et des semaines pour LCI, dans le sud de l'Ukraine. Vous connaissez évidemment tous ces rouages absolument par cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est aussi stratégique et pourquoi ça va être compliqué ? Parce que désormais, donc, les forces russes se situent de l'autre côté du Dniepr face à la ville de Kherson. Le Dniepr est très difficile à franchir pour les Ukrainiens. Donc ce qu'il se passe, c'est qu'il y a évidemment quand même un front à ce niveau-là pour mettre la pression sur ces lignes de défense. Mais surtout, il y a un repositionnement des Ukrainiens qui vient du côté de Zaporijjia. Parce que Zaporijjia, c'est aussi une ligne directe pour aller vers cette grande ville de Mélitopol qui est désormais sous contrôle russe. Et donc il y a un autre front qui est en train de se former à ce niveau-là. Toujours aussi pour mettre la pression donc sur les premières lignes de défense russes, mais aussi pour repositionner, vous savez, cet engin extrêmement utile pour les Ukrainiens qui s'appelle le HIMARS, parce qu'il a une portée de plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc la stratégie des Ukrainiens est toujours la même, celle d'aller frapper les chaînes de réapprovisionnement militaire russes pour qu'il n'y ait plus donc d'approvisionnement en munitions sur ces lignes de défense russes. Et donc pour ça, eh bien, il faut quand même se positionner de différents côtés. Comprenez bien, parce que lorsque les Russes étaient à Kherson, il y avait une difficulté logistique. Le réapprovisionnement était de l'autre côté du Dniepr, c'est extrêmement compliqué. Là maintenant, les Russes ont quand même un avantage, c'est qu'ils peuvent mettre le réapprovisionnement extrêmement loin. Donc maintenant, tout l'intérêt pour les forces ukrainiennes, eh bien, c'est de se rapprocher le plus possible de ces centres logistiques, donc pour déstabiliser les troupes russes.
Oui, on comprend mieux, effectivement. Vous restez avec nous parce que je voudrais qu'on parle de Kherson ensemble, si vous le voulez bien. D'abord, regardez ce que dit l'ISW, l'Institut de la guerre que l'on regarde tous les jours parce que c'est une source d'information extrêmement précieuse. L'Ukraine n'a absolument pas libéré le territoire minimum essentiel à sa sécurité future et à sa survie économique, même avec la victoire dans l'ouest de Kherson. La ville de Melitopol et ses environs, la centrale nucléaire de Zaporizhia, les terres sur la rive est du cours inférieur de la rivière sont tous des terrains vitaux pour l'Ukraine. Elle nous a bien expliqué, Général Charline, pourquoi ça allait être si compliqué, mais c'est vital aussi. C'est vital parce qu'il y a une partie des bonnes terres, ça fait partie de l'Ukraine utile, en fait, ce territoire, je dirais, qui reste à l'est. Donc en fait, s'ils gardent ce territoire-là, ils ont gardé quand même économiquement une bonne partie de la puissance économique, au moins agricole, de l'Ukraine. Alors je veux dire, si on arrive à Melitopol, ce qui n'est pas encore fait, regardez un peu c'est un peu loin, on parlait des HIMARS. Un HIMARS, ça tire à 80 km, ça tire pas sur Melitopol, là quasiment pas. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le jour où ils arrivent à Melitopol, ça veut dire qu'ils ont conquis la centrale de Zaporizhia. Ça veut dire qu'on sera redescendu vers le sud, car il ne faut pas s'attendre à ce que l'offensive arrive par Kherson actuellement. Ça nécessiterait des moyens d'offensive. Ça arriverait forcément par Zaporizhia, voilà, par le nord. par Zaporizhia. Après, voyez, le Dniepr, il repart vers Kiev. Donc là, les Ukrainiens au nord sont bien à l'est du Dniepr. Donc, mais tout ça dépend toujours et encore de Bakhmout. Donc il faut que ce nœud gordien de Bakhmout soit d'abord résolu. Qui va remporter cette bataille? Quelle force résiduelle restera-t-il après la bataille de Bakhmout pour prétendre mener une offensive vers le sud? Ensuite, Melitopol, n'oubliez pas une ville qu'on veut encercler, ça nécessite beaucoup de troupes. Parce que à Mariupol, ils ont réussi parce que la ville était enquistée dans une région conquise. Mais quand vous voulez encercler, là, il faut des dizaines, peut-être même des centaines de milliers d'hommes pour prétendre prendre cette ville. Et l'étrangler si elle est défendue. Si elle n'est pas défendue, s'ils se sont repliés comme à Kherson ou ailleurs, c'est un autre problème. Mais si la ville est défendue... Ce que vous expliquiez hier, c'est qu'effectivement, ouvrir un deuxième front de cette ampleur-là, c'est pas très raisonnable. Je pense que tant que Bakhmout n'est pas résolu, et ensuite quand Bakhmout sera résolu, il faudra quand même qu'il se réorganise, parce qu'il y a des pertes, il faut réorganiser les unités, il faut se recompléter. Et puis je rappelle quand même qu'un corps blindé mécanisé en offensive, ça nécessite une logistique dynamique qui ne se fait pas comme ça. Il faut établir des dépôts, il faut beaucoup de camions, il faut beaucoup de carburant, il faut descendre vers le sud, ça ne se fait pas comme ça, donc c'est quand même une manœuvre très complexe qui me semble hors de portée, en tous les cas, tant que la bataille de Bakhmout n'est pas résolue. Alors peut-être qu'en attendant, Loharinel, ce que font les Ukrainiens là, et les petites informations qu'ils délivrent comme ça, c'est fait tout simplement pour fixer les troupes russes. Alors simplement ça. Ce qui était intéressant juste avant, là, ce que vous avez mis dans l'insert, c'est le mot qui revient, c'est qu'on touche, et en fait les Ukrainiens sont en train de défendre leurs intérêts vitaux. En fait. C'est important de le dire. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Ukraine utile, c'est ça. Cette portion en fait de l'Ukraine qui est envahie, elle est vitale. Il y a plus, il y a l'accès à la mer déjà. Oui, l'accès à la mer. Il y a l'électricité, il y a l'eau avec Kherson. Tout à fait. C'est pas une guerre pour rien. Cette résistance, elle est au-delà de combattre contre la Russie. Je veux dire, il dépend de cette victoire, en fait, le bien fondé et le maintien de l'Ukraine telle qu'elle est. Donc ça, c'est important. Ensuite, pour revenir sur les replis stratégiques, là, je pense que c'est pas à moi de répondre, mais ce que je veux dire par là, c'est que la pertinence, en fait, de Melitopol, c'est que effectivement, il y a Zaporizhia derrière. Et ça reste. Oui, c'est ça. Faut pas oublier que ce week-end, on a eu des bombardements. Il faut pas oublier qu'on a... on était quasiment en panique. Le DG de l'AIEA était hier sur votre plateau en train d'expliquer pourquoi c'est une situation intenable et qu'on a cette centrale qui est sur le front, il faut le rappeler. Elle n'est pas excentrée, elle est sur le front. Et que désengorger cet endroit, vous parlez de nœud gordien tout à l'heure, mais Zaporizhia, c'en est encore un autre. Il faut vraiment trouver une solution. Et Melitopol est l'une des clés, en fait, pour pouvoir, on va dire, réduire la tension de crise, en tout cas en faveur de l'Ukraine, mais pas que, en fait, finalement, en termes de sécurité internationale de ce conflit. Alors, du côté de Melitopol, je le disais tout à l'heure avant la pub, c'est un foyer de résistance. On peut voir d'ailleurs quelques images qu'on vous a ressorties. On en avait parlé il y a quelques jours de ces ITREMA notés en jaune que vous allez voir. C'est le mouvement ruban jaune, ça s'appelle. On connaît un peu ça, c'est-à-dire que c'est une ville dans laquelle il y a eu beaucoup de résistance, beaucoup de renseignements également, un peu de la même trempe que ce qui s'est passé à Kherson. Ça a beaucoup aidé l'armée et ça aide beaucoup l'armée en ce moment.
ils font des sabotages, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors si on retourne un peu plus vers l'ouest, et là je vais me retourner vers Charline, qui est toujours avec nous, pour parler de Kherson. Alors je vais repréciser, Charline, que vous êtes à Odessa, parce que de Kherson c'est compliqué d'envoyer des images, il n'y a pas de réseau. À Odessa, hier, on parlait des bombardements. Ils se sont poursuivis, ces bombardements, Charline ? Oui, encore.